Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de la fidélité à Walf et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Actu en 7. Actu en 7 qui a le plaisir de recevoir ce samedi les journalistes et analystes Thierno Diop. Bonjour Thierno. Bonjour Moustapha. Et également Pape Sané. Pape Sané, bonjour. Bonjour Moustapha et bonjour à Thierno Diop. Je rappelle que vous êtes également le directeur de la rédaction du quotidien Dakar Times. Avec vous, chers confrères, nous allons essayer de revisiter, analyser et décortiquer l'actualité de la semaine. Une actualité qui reste encore très politique avec la crise au Parti socialiste. Ousmane Tanor Dieng a décidé avec la direction de son parti de renvoyer 72 responsables du parti. Pourquoi cette situation? Quelles en seraient les conséquences? Nous allons en discuter. Nous parlerons également de cette polémique autour du siège de l'Alliance pour la République. C'est le parti du président Macky Sall qui a décidé de se construire une maison à hauteur de 1 milliard et quelques de francs CFA. Une grande actualité donc de la semaine qui a également été très judiciaire avec l'affaire Khalifa Ababacar Sall. Nous en parlerons. Les conséquences également de cette affaire avec notamment la présidentielle de 2019 qui se profile. Bamba Fall du Parti socialiste proche de Khalifa Ababacar Sall a fait savoir qu'il n'est pas exclu que les proches de Khalifa Sall soutiennent Idrissa Seck si jamais Khalifa Sall n'est pas dans les conditions de se présenter en 2019, ce qui a déjà créé quelques remous au sein de Manko Taxawu Sénégal. Nous allons donc discuter de ces questions. Mais Pape Sané, on commence comme je l'ai dit tout à l'heure avec le Parti socialiste. Est-ce que le PS n'est pas en train de se suicider avec le renvoi de quelques 72 responsables? Bonjour Moustapha. Je voulais en profiter d'ailleurs au sein de ce nouvel an pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de Walfadjri, ainsi qu'aux auditeurs et téléspectateurs de Walfadjri. En fait, concernant la question de l'exclusion des responsables du Parti socialiste lors du bureau politique du 30 décembre dernier, vous avez bien fait de dire qu'il s'agit d'un suicide ou bien moi, j'irai plus loin. Je parlerai plutôt d'un génocide au sein du Parti socialiste. Ousmane Tanor Dieng, dans sa logique actuelle, conflictuelle qui l'oppose au camp du maire de Dakar, procède entre guillemets à ce qu'on pourrait carrément qualifier de génocide politique. Parce que non seulement ce Parti socialiste qu'il dirige depuis 1996 ne fait que chuter par le nombre par le nombre de suffrages plutôt. Et à ce jour, comme son mentor Abdou Diouf, qu'on a eu à traiter de roi fainéant qui n'a jamais rien conquis, mais qui a tout obtenu. Ousmane Tanor Dieng est en train de singer ce mentor-là, Abdou Diouf, parce qu'effectivement, il n'a jamais rien gagné politiquement. Tout ce qu'il a eu, il l'a obtenu. Et aujourd'hui, en essayant de se séparer de ces forces qui sont les plus vitales au sein de ce parti, on est censé de dire qu'effectivement, il se suicide et en même temps commettre un génocide au sein du parti. On reviendra certainement sur ce suicide-là, mais est-ce que ce n'est pas cela l'intelligence politique du président Macky Sall qui a compris qu'il a avec lui Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, des gens, comme vous dites, qui n'ont jamais rien gagné, qui ont toujours tout obtenu, et que finalement, lui, Macky Sall, leur donne tout en sachant qu'ils vont lui rester fidèles? Effectivement. Moustapha, il faut partir du fait que beaucoup de Sénégalais, en parlant ou bien en essayant d'analyser un peu la façon de procéder du président Macky Sall, oublie que ce monsieur a été pendant un moment ministre de l'Intérieur, donc de facto manipulateur. Il a été Premier ministre au sein de la République. Donc c'est un monsieur qui d'abord, de par son expérience politique, avec la proximité d'Abdoulaye Wade, son passage dans l'appareil gouvernemental, ce monsieur est doté d'une double intelligence. Il a compris une chose et il en a profité. C'est-à-dire qu'il a en face de lui des vieux qui n'aspiraient à rien d'autre qu'à des prestiges. C'est cela qu'il leur a offert. Cette jeune pousse, c'est-à-dire constituée de Khalifa Sall, de Malick Gakou et consorts, qui était là pour prétendre succéder à ces vieux,
il s'est débrouillé pour que ces gens, qu'on les mette sous l'éteignoir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il a réussi à satisfaire Ousmane Tanor Dieng, il a réussi à satisfaire Moustapha Niasse, mais leur parti ne compte plus, leur parti ne représente plus rien sur l'échiquier politique de ce pays. Alors, Thierno Diop, je rappelle également que vous êtes chroniqueur à Dakar Actu. Alors, finalement, la question, il y en a qui l'ont dit, que c'est un cadeau de nouvel an que Tanor Dieng a voulu donner à Macky Sall avec le renvoi de ses responsables. Mais finalement, j'ai envie de vous demander, que cherche Ousmane Tanor Dieng? Qu'est-ce qu'il veut? D'accord, donc Moustapha, vous me permettez de saluer mon co-débatteur, Monsieur Sané, et toute l'équipe de Dakar Times. Souhaiter aussi bonne année à toute l'équipe de Walfadjri et à tous les auditeurs, les téléspectateurs et lecteurs même du groupe Walfadjri de manière générale. Donc, pour revenir à votre question, moi, je crois indispensable de faire un bref rappel historique pour pouvoir situer M. Ousmane Tanor Dieng idéologiquement. Parce qu'il y a un débat idéologique autour du legs de Senghor qui se pose. Pour rappel, qui est le véritable héritier de Senghor? Voilà, qui est le véritable héritier de Senghor? Parce que c'est très important. Ousmane Tanor Dieng, à ce qu'on sache, il est devenu donc conseiller diplomatique du président Léopold Sédar Senghor à partir de 1978, soit 2 ans avant le départ de Senghor, donc du pouvoir. Presque pendant 8 ans, de 80 vers 88, il était presque inconnu. C'est au lendemain de la présidentielle de 1988, donc juste avant 93, qu'il a été bombardé directeur de cabinet du président de la République et ensuite tout puissant ministre d'État, ministre des services et affaires présidentielles. On peut dire que presque 13 ans après le départ de Senghor, M. Ousmane Tanor Dieng était inconnu du bataillon. Pendant tout ce temps, Khalifa Sall a eu à être député à partir de 1983 à l'âge de 27 ans. Il a eu à diriger le mouvement des jeunesses socialistes. Moi, je crois que dans cette querelle idéologique, il va falloir apporter cette part de vérité avant de continuer. Maintenant, partant de ce qui précède... Vous voulez dire qu'entre les deux, s'il y a quelqu'un qui peut véritablement revendiquer l'héritage de Senghor, c'est plus Khalifa Sall et que Ousmane Tanor Dieng. Bon, maintenant, donc d'où la nécessité de revenir à votre question. Que c'est ce monsieur Ousmane Tanor Dieng? Ses intérêts personnels ou bien l'intérêt du Parti socialiste? Moi, je crois que l'intérêt du Parti socialiste peut ne pas l'animer. Il est plus enclin à défendre ses intérêts propres en l'espèce qu'à défendre les intérêts crypto-parti socialiste. Moi, je crois que, bon, à mon sens, ce qui est dans l'intérêt personnel de Ousmane Tanor Dieng n'est pas souvent dans l'intérêt des autres, en tout cas de la frange dirigée par Khalifa Sall. Maintenant, passé la présidentielle de 2012, au sortir donc de cette élection-là, normalement, M. Ousmane Tanor Dieng devrait savoir qu'il n'a plus de chance pour accéder au plus haut dessein politique. Bon, dès lors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Être un rêveur, un romantique, œuvrer pour continuer à œuvrer pour le parti dans un délire révolutionnaire ou défendre ses intérêts personnels. Moi, je crois qu'il a choisi pour la dernière solution. Et malheureusement, donc, pour en revenir à l'expression du droit ou à la vôtre, donc, c'est véritablement un génocide. Et excusez-moi seulement, Moustapha, donc, de terminer par là. Bon, ce qui risque de se passer, c'est que le Parti socialiste, à l'instar d'autres qui l'ont précédé, comme le PAI, etc., le PRA Sénégal, risque de disparaître de la carte politique du Sénégal. Donc, c'est pas la première fois. Vous pensez qu'il y a des risques aujourd'hui que le PS disparaisse? Mais bien sûr. Parce que la France qui est animée par Ousmane Tanor Dieng, excusez-moi, moi je n'insulte personne, mais ces trois pelés ont tondu. Il n'y a presque rien. Leur logique est claire. Ils vont soutenir Macky Sall. Maintenant, l'avenir du PS, pour moi, ça ne les intéresse pas trop. Alors, avant Khalifa Ababacar Sall et compagnie, il y a eu d'autres personnes qui se sont affrontées à Khalifa Ababacar, à Ousmane Tanor Dieng, et qui ont été obligés de quitter le parti. Djibo Leyti Ka, Moustapha Niasse, Abdoulaye Mokhtar Diop, Robert Sagna, Souti Touré, et peut-être bien d'autres. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que malgré tout ce que vous dites de Tanor, qu'il n'est pas le véritable héritier de Senghor, qu'il y a quand même une force qui fait que tous ceux qui se sont affrontés à Ousmane Tanor Dieng ont fini par quitter le Parti socialiste? Effectivement, vous faites là une très belle observation, une très belle remarque plutôt. Mais vous savez, le management du Parti socialiste est quand même différent de beaucoup d'autres partis.
c'est un parti qui a été conçu d'une manière verticale. Et cela, Ousmane Tanor Dieng en a profité aisément. Je vais vous raconter une anecdote qu'une très haute personnalité du Parti socialiste m'avait confiée il y a plusieurs années de cela. Quand après le congrès de 96, Tanor, qui n'était pas sûr de ses arrières, malgré le cadeau que Diouf lui avait fait, était venu voir Diouf pour lui demander de parler ou de voir avec Niass comment Moustapha Niass pouvait le soutenir. Et à l'époque, Abdou Diouf lui aurait confié, écoutez, Ousmane Tanor, vous, votre problème, c'est Djiboka, Moustapha Niass, c'est mon problème. C'est moi. C'est cette phrase qui a permis à Tanor de débrider son langage et de débrider son parcours et de dérouler son programme. Bon, vous dites que tous ceux qui se sont affrontés à lui, mais il n'y en a pas beaucoup qui se sont affrontés à lui. Ils sont partis de leur propre gré parce que n'étant pas en mesure d'avoir droit sur Abdou Diouf, qui était en fait le véritable patron du Parti socialiste jusqu'à ce jour. Oui. Parce que vous pensez que à ce jour, c'est Diouf le patron. Mais c'est Diouf qui décide. Vous savez, on parle d'une réunion qu'il y a eu à Paris entre l'actuel président de la République, Abdou Diouf, Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall. C'était pour demander à Khalifa de retirer ses intentions, ses velléités d'intention à l'époque. De mettre entre parenthèses ses intentions de se présenter. Vous voyez. Donc, ce qui veut dire qu'Abdou Diouf est toujours présent sur la scène du Parti socialiste. Contrairement à ce qu'il fait croire, Abdou Diouf, donc, vous le dites, Pape Sané, devant les téléspectateurs de Walfadjri, que Abdou Diouf joue encore un rôle au Parti socialiste. Of course, ça je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer, il continue à jouer le principal rôle d'ailleurs au sein du Parti socialiste. Oui. Bon. Maintenant, pour en revenir à ce qui s'était... Donc, finalement, la force de Tanor, comme je disais, comme c'est la question que je vous posais, c'est quoi la force de Tanor? Vous nous dites que finalement, sa force, c'est Abdou Diouf. C'est Abdou Diouf. De facto, c'est Abdou Diouf. Oui. Vous prenez le schéma, vous reproduisez le même schéma quand Abdou Diouf a pris le parti et le moment où il l'a légué à Ousmane Tanor Dieng. Vous reproduisez les mêmes schémas, vous avez typiquement les mêmes démarches. Abdou Diouf, en venant, il était un homme politique, il a été battu à Louga, à Diourbel. On lui a facilité la tâche pour l'envoyer à Diourbel. Il a été laminé là-bas. Il n'a jamais pu faire partie du bureau politique de Senghor, a dû l'imposer comme étant son second au sein du gouvernement. Quand Senghor lui a cédé le parti à son départ, Diouf, qu'est-ce qu'il était obligé de faire? C'est à cette époque qu'il a eu à créer la CREI. Parce que pour lui, ceux qui l'entouraient, Feu Jean Collin et les autres, la seule garantie que Diouf pouvait avoir sur ces barons du Parti socialiste, c'est d'avoir... Pape Sané, vous me permettez d'embrayer un peu sur cette question-là. Est-ce que ce n'est pas finalement, parce que quand on voit le rôle les faveurs que le président Macky Sall accorde à Diouf, il lui donne le nom du centre de Diamniadio. Quand il vient à Dakar, il est traité comme un président de la République. Est-ce que ce n'est pas parce que Abdoulaye Wade, qui est de l'autre côté, a compris que son rival de toujours, Abdou Diouf, est encore en train de jouer un rôle dans la gestion du pouvoir de Macky Sall, que Wade lui aussi ne lâche pas l'affaire? Mais justement, vous savez, Wade, au moins, on peut tout lui reprocher, sauf sa conséquence. Wade est très conséquent. Wade, une fois au pouvoir, il n'a pas fait dans la dentelle ni dans la demi-mesure. Il a demandé tout bonnement à Abdou Diouf, contrairement à ce que les gens affirment que c'est Diouf qui a décidé de se retirer. Non, c'est Wade qui lui a demandé de se retirer de la vie politique sénégalaise. Oui. Et ça, c'est très clair. Oui. Diouf s'est mis à l'écart. Et cela, Diouf ne l'a jamais pardonné à Wade. Ousmane Tanor Dieng ne l'a jamais pardonné à Wade. Et d'autant plus, autre chose, Ousmane Tanor Dieng, les gens l'oublient. En 2012, il a été l'un des principaux leaders du Parti socialiste et de la gauche à se déplacer régulièrement à la DIC. Et cela, il ne l'a jamais pardonné. Il ne l'a jamais pardonné à Abdoulaye Wade. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il peut faire
pour renforcer le pouvoir de Macky Sall, même au risque de détruire son propre parti, il le fera. Alors, Pape Sané a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Il parle du management du Parti socialiste qui est géré de façon verticale. Alors, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, parce que dans nos partis, il n'y a pas ce fonctionnement démocratique que Ousmane Tanor Dieng peut se permettre tout ce qu'il veut au PS, par exemple? D'accord. Mais tout d'abord, vous me permettez d'essayer de rectifier pour ceux qui nous suivent. Bon, tantôt, le doyen a dit que, je crois, Abdou Diouf a été laminé à Diourbel lors du renouvellement du Parti socialiste. Moi, je crois il va falloir qu'on vérifie un peu nos archives. Parce que, excusez-moi, bon, sous ce rapport, ce qui s'était passé, vers 70-72, justement en 1972, le président Senghor avait voulu imprimer une cure de jouvence dans le parti. Le magistrat Ousmane Camara donc, a été envoyé à Diourbel. Abdou Diouf à Louga. Et à partir de 1976, il a fait de Abdou Diouf le secrétaire général adjoint du Parti socialiste. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à le préparer pour accéder. Sauf que la vérité historique, comme il le dit, c'est qu'Abdou Diouf n'a jamais pu s'imposer au niveau de la base au Parti socialiste, que ce soit à Louga ou ailleurs. Bon, vous savez, à l'époque, il y avait... Bon, c'était en quelque sorte du pilotage. C'était le père de Moustapha Cissé Lo, l'actuel député, qui l'a laminé à Diourbel. Hein. On l'avait pas envoyé. Non, Moustapha Cissé Lo était à Louga. Non, c'était pas à Louga, c'était à Diourbel. Vérifiez. Le député Moustapha Cissé Lo était à Louga. Je vais faire une précision très rapidement. Le père de Moustapha Cissé Lo habite à Kirmbarik, qui est un village situé à quelques kilomètres de Louga. Donc certainement, c'était à Louga. Et Louga, à l'époque, c'était la région de Diourbel. C'était la région de Diourbel. C'était la région de Diourbel. Louga est devenu région. Louga est devenu région. C'est exactement ça. Vous avez parfaitement raison. Donc peut-être qu'après on va vérifier, mais moi je crois qu'Abdou Diouf n'a jamais eu l'occasion de se frotter. Il a été imposé, il a été parachuté. Dès lors qu'il était Premier ministre, il avait les coups de France pour pouvoir donc, etc. quoi. Très bien. Bon voilà. Alors, le management du parti. Avant donc aussi le management du parti, pour le cas Diouf, et là je souscris entièrement à ce que dit le doyen. Il y a un procès en l'espèce, en suspicion légitime, parfois contre Moussa Abdou Diouf. Et il y a une remarque que beaucoup de gens n'ont pas eu à faire. Abdou Diouf actuellement, je crois qu'il est au Sénégal. Depuis décembre. Il a passé les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'on ne doit pas établir une corrélation entre ce retour et la crise qui se vit présentement au Parti socialiste? Et ce matin, je l'ai lu quelque part. Ce matin, je l'ai lu quelque part. Il doit être ce soir à Tivaouane, je crois bien. Ce matin, je l'ai lu quelque part. Donc, est-ce qu'il n'y a pas nécessité donc d'établir certaines corrélations? Parce que vous pensez, comme Pape Sané, que c'est peut-être Diouf qui a demandé à Tanor d'exclure ces 72 responsables? Bon, en tout cas, moi, je me rappelle d'une phrase de Abdou Diouf prononcée en 1998 lors d'un congrès d'un conseil national du Parti socialiste. À l'époque, il y avait la fronde de Djiboka et compagnie. Abdou Diouf, parlant à ces derniers, les menaçant de leur foudre, avait dit: on ne peut pas se réclamer de moi et s'attaquer aux hommes que c'est choisi. Il était allé même jusqu'à dire que je mettrais les pieds dans le plat. Et quelques jours après, Djiboka et compagnie ont été... La fameuse phrase, me dëgëral. Après, les Djiboka et autres ont été exclus du parti. Maintenant, le management... Le fonctionnement démocratique qui fait défaut peut-être dans les partis politiques. Voilà, bon, moi parfois, j'entends dire que le Parti socialiste a toujours été démocratique dans son fonctionnement. Moi, je bats après cette thèse. Hein. Quand bien même, dans les années 70, Senghor avait institué les fameuses tendances A et B. La tendance donc majoritaire était la tendance A et la tendance minoritaire était la tendance B. Mais il va falloir relativiser parce que, comment dirais-je, à étudier la manière avec laquelle les Djiboka et autres ont été exclus, à étudier la manière avec laquelle Moustapha Niasse a quitté le parti en 1999 et les autres départs qui s'en ont suivis, ceux peut-être de Mamadou Diop, de Abdoulaye Matar Diop, etc., de Souti Touré, moi je ne crois pas que ce parti puisse être, comment dire, démocratique de par l'histoire dans son fonctionnement. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le parti est structuré au plan statutaire de telle manière que celui qui le dirige a les coups des France pour pouvoir diriger. Et cela, Maître Aïssata Tall Sall a eu à le vérifier à ses dépens en 2014 lors du congrès du Parti socialiste. Quand il a voulu se présenter, Ousmane Tanor Dieng à la haute main sur toutes les structures du Parti socialiste. Il a eu le temps pendant plusieurs années d'imposer ses hommes, etc., de remodeler le parti en fonction de ses ambitions politiques. Alors, est-ce que les partisans de Khalifa Sall
Ils disent que la majorité, en tout cas au niveau de la base, est avec eux. Or, il le dit, Thierno Diop le rappelle, Ousmane Tanor Dieng a la haute main sur les structures du parti. Quel avenir aujourd'hui pour Khalifa Sall et compagnie? Ils peuvent rester au PS ou bien vous dites que leur avenir c'est ailleurs, construire quelque chose d'autre? Oui, vous savez, pour Khalifa, à cet âge, il est difficile de construire quelque chose. Après avoir passé près de 40 ans dans une structure politique, je crois qu'il sera très difficile pour Khalifa et ses compagnons d'essayer de lancer un nouveau projet. Bon, c'est vrai qu'ils sont exclus du parti. Maintenant, il se pose la question de la légalité et de la légitimité des actes qui ont été posés. Mais bon, moi, à la place plutôt de Khalifa et de ceux qui l'accompagnent, moi, j'aurais opté plutôt pour une dissidence, quoi. C'est-à-dire qu'il y ait une dissidence visible au sein du PS. Au sein du PS, quoi. Je crois que c'est la seule alternative qui s'offre à cela. Parce qu'ils ne pourront plus parler au nom du Parti socialiste. Ils peuvent toujours s'en réclamer. Oui, ils pourront toujours s'en réclamer, mais ils ne pourront plus parler au nom du Parti socialiste dès l'instant où ils ont été exclus. Maintenant, en attendant la décision judiciaire suite à la requête du maire Barthélémy Diaz, on attendra de voir si la justice légalement leur donnera raison ou pas. Mais une chose est sûre, moi à leur place, j'opterai pour la dissidence. Vous êtes du même avis qu'il n'y a aucune chance que Khalifa Sall puisse récupérer le PS? Non, moi je ne crois pas beaucoup en ce sens sous ce rapport. Mais Moustapha, moi je crois que Khalifa et autres devraient s'inspirer du modèle français, le modèle de l'UMP. Pourquoi pas des retrouvailles entre les héritiers de Senghor, Gakou, Malick Gakou, Khalifa Sall, etc. Parce que Djibo Kane l'avait théorisé, les grands retours de la famille socialiste. Parce que le Parti socialiste, donc la famille socialiste, son appellation, donc PS, bon, c'est peut-être même récent par rapport à l'histoire. Ce parti a s'appelé BDS, BPS, IPS. Ensuite, à partir de 1976, je crois qu'on a eu l'appellation PS. Mais il va falloir peut-être changer de domination, créer une sorte d'UMP, donc un vaste rassemblement, donc devant regrouper tous les héritiers de l'Europe. Vous pensez que Khalifa Sall a les épaules, enfin il est en prison, il est dans les lieux de la détention, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais vous pensez qu'il a les épaules assez larges pour réunir autour de lui les héritiers de Senghor qui ne sont pas dans le PS dirigé par Ousmane Tanor Dieng? Mais bien sûr, il y a qu'à faire un calcul. Bon, au moins lui et son groupe, ils contrôlent la capitale. Et je crois que c'est déterminant pour qui parle d'élection, le fait de contrôler toute une capitale. Bon, si on voit qu'à partir du moment où Ousmane Tanor Dieng et autres ont délibérément pris le parti de soutenir Macky Sall, à partir du moment où Moustapha Niasse est presque à l'octobre de sa carrière politique, il ne reste que Khalifa Sall et autres. Moi, je crois que c'est peut-être la seule formule qui vaille. Il va falloir opérer un vaste rassemblement, en tout cas des héritiers de Senghor, s'ils veulent survivre. Mais le Parti socialiste, bon, à partir du moment où, comme je l'ai dit tantôt, M. Ousmane Tanor Dieng a la haute main, tant qu'en tout cas Macky Sall est président de la République, moi je ne crois pas à un changement fondamental. Ce qui nous amène à évoquer très rapidement, Pape Sané, l'affaire Khalifa Ababacar Sall, cette affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Il y a un professeur d'université, analyste politique, qui a dit quelque chose d'intéressant quand même, que Ousmane Tanor Dieng a très rapidement exclu les Khalifa Sall et compagnie du parti parce que ça le soustrait de l'obligation morale de le soutenir dans l'épreuve qu'il est en train de subir. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, mais absolument, absolument. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez lors de la dernière lors de la dernière émission où vous m'aviez invité ici, je vous avais dit que Khalifa ira au procès. Khalifa ira au procès parce que l'État ne se permettrait pas, ne se donnerait pas le luxe de le libérer en si bon chemin après avoir beaucoup investi dans son inculpation. Et à l'époque, j'avais dit que, avant le tournant décisif, que le Parti socialiste fera tout son possible pour se désolidariser de Khalifa Sall. Effectivement, et la date du 30 décembre passé n'est pas si inopportune que cela. Voilà.
elle n'est pas si inopportune que cela. Tout à l'heure, vous faisiez le rapport éventuel par rapport à la venue de Diouf et consorts. Bon, moi, par certaines indiscrétions, j'ai eu connaissance d'une réunion qui s'est déroulée chez Ousmane Tanor Dieng avec certains membres du parti. Et bizarrement, je dis bizarrement, ici, il serait noté, j'en suis pas sûr, mais il serait noté la présence de quelqu'un du camp présidentiel actuel qui était sur place à cette réunion. Et cette réunion ne concernait que certains dirigeants du Parti socialiste. Parce qu'il a été même dit par un responsable du Parti socialiste proche de Khalifa Ababacar Sall que Ousmane Tanor Dieng a tenu une réunion à laquelle ont pris part des responsables de l'APR. Je ne sais pas si on parle de la même réunion, mais cette indiscrétion-là est arrivée. On m'avait parlé d'un responsable de l'APR, pour ne pas le citer, qui était sur place. Et que c'est durant cette réunion que la date du 30 décembre a été retenue. Et c'était en quelque sorte les gages exigés par le pouvoir. Parce que, en fait, le problème du pouvoir actuel, c'est quoi? C'est que l'appellation PS ne puisse pas bénéficier ni à Khalifa Sall, ni à quelqu'un d'autre. En fait, c'était ça le projet. C'était pas seulement condamner Khalifa Sall, mais c'était que l'appellation Parti socialiste ne bénéficie à personne d'autre. D'autant plus que leur secrétaire général, c'est clair et net. On ne puisse pas continuer à dire que le numéro 2 du Parti socialiste, par exemple, est en prison. Voilà. Très bien. Donc c'était le but visé. Et je crois que, bon, là, ils vont l'atteindre, s'ils ne l'ont pas déjà atteint. Absolument. Alors, le pouvoir, lui, se montre pendant ce temps-là, Pape Sané l'a dit, droit dans ses bottes. Et c'est le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye lui-même, qui prend les choses en main. On n'a pas l'habitude de voir ça en procès, que le procureur lui-même reprenne sa touche pour venir, plaider. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le pouvoir donne autant d'importance à cette affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, puisqu'on parle que d'1,8 milliard ou quelque chose comme ça? Bon, voilà, justement, vous avez bien fait... Alors que pour des affaires de plusieurs dizaines de milliards, on n'a pas vu ça. Bon, moi, surtout donc sur le plateau de Walfadjri, j'ai plusieurs fois eu l'occasion de donner mon point de vue sur ce dossier. 1 milliard, bon, on ne peut pas dire que c'est des miettes, mais comparé à ce qui se passe ailleurs, moi je crois qu'il y a d'autres chats à fouetter. Nous ne sommes pas juristes pour nous immiscer donc dans le travail de la justice, mais nous sommes citoyens. Et la question de la justice est avant tout politique, avant donc technique. Parce que moi, ce que je dis, la justice, comme disait l'autre, c'est le fait de maintenir les balances égales pour tous. À partir du moment où il y a double standard, il y a problème. Mais Mme Mimi Touré parle de 254 milliards. Recouvrés dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Recouvrés dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Donc, quel est notre intérêt dans cette histoire? Est-ce qu'on doit avoir les yeux braqués sur ces 254 milliards ou bien nous occuper de 1 milliard et quelques? Autre problème, tous ceux qui ont eu à précéder M. Khalifa Sall à la tête de la mairie de Dakar, donc Mamadou Diop, qui est un expert en matière de finances publiques, l'un des meilleurs au Sénégal. Donc il a eu à disculper Khalifa Sall, disant que lui aussi, il agissait de la sorte. Et plus récemment, il y a Pape Diop aussi, qui a dit donc la même chose. Moi, je crois que, à l'espèce, il va même falloir se poser des questions sur donc le fonctionnement de la justice sénégalaise. Donc c'est le premier niveau d'incongruité auquel on est confronté en l'espèce. Bon, maintenant le procès, est-ce que Khalifa Sall sera condamné, ne sera pas? Jusqu'au moment où nous parlons, il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais quand bien même il sera condamné, le problème restera entier. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas dissocier ce problème de sa connotation politique. Et il y a eu malheureusement beaucoup d'antécédents concernant Khalifa Sall avant même ce problème-ci. N'oubliez pas qu'il a voulu à un moment donné donc souscrire un emprunt obligataire. On a vu qu'il y a eu des oppositions par rapport à cela. Il y a beaucoup de blocages depuis les locales de 2014. Donc le pouvoir forcément
aura beaucoup de difficultés à convaincre le peuple sénégalais du bien fondé de ce procès, quel que soit, comme je l'ai dit tantôt. On va forcément s'arrêter un peu sur l'attitude du procureur de la République. Quand il y a eu, au début de cette affaire-là, il a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a dit tout le mal qu'il pensait de la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Il disait lui-même que ça n'a rien de politique. Ensuite, le procureur décide lui-même de prendre les choses en main. Il s'attaque au maire de Paris, Anne Hidalgo. Et finalement, on a envie de se demander pourquoi tout cet activisme, Pape Sané. Bon, je vais faire un petit glissement. En fait, par rapport à la présence du procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, lors de la dernière... Il a été dit dans le journal L'Observateur de ce samedi qu'il sera au procès du premier au dernier jour. Bon, je ne sais pas, mais je sais une chose. Quand j'ai interrogé un ancien procureur de la République, c'est-à-dire quelqu'un qui était à la même place qu'il est, que lui, il m'a dit, écoute, je te donne juste une lecture et à toi de voir ce que tu en fais. Il m'a dit, une seule fois dans l'histoire de la justice française, le procureur de la République de Paris a eu à siéger une seule fois. Une seule fois. Il me dit, vous savez, le parquet est solidaire. C'est-à-dire, le parquet prend une décision à l'unanimité, les substituts et le procureur adjoint, ils prennent ces décisions et ils vont. Il me dit, mais ce jour-là, quand le procureur de la République de Paris a été obligé de siéger, il me dit parce que le parquet lui a retiré sa solidarité. Donc ça veut tout dire. Donc on peut soupçonner que les substituts de Serigne Bassirou Gueye ne le suivent pas forcément dans cette affaire. On peut le soupçonner. On peut le soupçonner. Ouais. Bon, ce monsieur qui me l'a dit, je crois que... Voilà. Et on peut ajouter à ce rayon la brusque démission de Maguette Diop. Ouais. Maguette Diop qui a été remplacé par Lamotte. Lamotte. Ben, en fait, vous savez, même si cette affaire, dans cette affaire, on ne peut pas disculper Khalifa Sall du fait de certaines preuves qui ont été avancées, qui ont été montrées et tout. C'est vrai qu'il y a quelque part quelque chose qui ne est pas sensible, qu'on peut lui imputer. Mais il n'enlève en rien que la gestion de ce dossier est politique du début à la fin. C'est la gestion de ce dossier a été politique. Ça, on ne peut pas le nier. Et forcément, maintenant, les gens, les Sénégalais, qui ont fini de comprendre que ce dossier a été plus politique que pénal, se pose maintenant la question à savoir, que fera-t-on maintenant de ceux qui nous ont pris 100 milliards, 200 milliards, 50 milliards, que fera-t-on d'eux? En fait, là, il se pose... Parce que là, on aimerait bien que le procureur fasse la même chose qu'il est en train de faire dans l'affaire de la caisse d'avance de Dakar, sur d'autres dossiers. Il a eu à lancer, je crois, à s'autosaisir dans l'affaire des 72 milliards dont on avait accusé Khalifa Sall. Ensuite, il a arrêté. On parle depuis quelque temps de l'affaire de la gestion du port autonome de Dakar qui ne serait pas des pays catholiques. Le procureur ne dit rien. On se dit finalement... Quelle est la priorité? Moi, pour être très clair, la priorité. je suis sûr et certain que jamais, au plus grand jamais, tant qu'il est là, tant qu'il est lui encore le procureur de la République de Dakar, ces dossiers-là resteront au fond de son tiroir. Il n'en parlera jamais. Parce que le problème, comme l'avait dit Bassirou Diagne en partant, son prédécesseur, Ousmane Diagne plutôt en partant, au niveau de ce service-là, il ne faut jamais accepter d'être le procureur de qui que ce soit. On est procureur de la République et pas le procureur d'un pouvoir. Dès l'instant où on accepte d'être le procureur d'un pouvoir ou le procureur d'un ministre, on est amené à gérer... Ousmane Diagne, lui, en tout cas, ses collègues le disent, hein, et beaucoup d'observateurs disent qu'il a été un bon procureur. Ousmane Diagne, pendant tout le temps qu'il a passé au parquet. Alors, je rappelle à ceux qui nous suivent, notamment à travers les ondes de la radio Walf FM, que c'est l'émission Actu en 7 que vous suivez et que nous recevons ce samedi les journalistes Thierno Diop et Pape Sané, directeur de la rédaction de Dakar Times. Voilà qui nous permet de parler de tout à fait autre
autre chose. Dans ce contexte d'affaires Khalifa Sall, de milliards à recouvrer, l'APR fait une grosse révélation cette semaine, c'est que ce parti-là va construire un siège qui devrait se trouver sur l'avenue Cheikh Anta Diop vers Mermoz, et le terrain appartient à l'entreprise Dakar Dem Dikk qui l'aurait donc vendu au parti du président de la République à hauteur de 600 millions de francs CFA. D'abord sur la forme, Thierno. Oui. Est-ce que on peut se permettre dans un pays normal, dans une république normale, qu'une société nationale vende un terrain au parti du président de la République? Si tel est le cas, ce n'est pas normal. Bon, parce que moi j'ai eu vent donc de ça, à savoir que c'est bien Dakar Dem Dikk, c'est Dakar Dem Dikk qui a vendu le terrain à l'APR. Bon, moi-même c'est une information que j'ai eu à traiter, mais je ne traitais pas des aspects relatifs aux modalités d'achat, etc. Voilà. Donc si donc il est établi que c'est Dakar Dem Dikk qui a vendu le terrain au parti présidentiel, donc là il y a un problème. Par rapport au principe de départ, donc au principe de 2012, quand on parlait de gouvernance sobre et vertueuse, je crois que sous ce rapport-là, cette gouvernance présumée sobre est en train de virer vers une gouvernance sombre. Donc ça, il faut l'admettre. Mais là, bon, on est en train de parler de l'achat d'un siège, alors qu'il y a eu beaucoup de précédents. Il y a eu beaucoup de précédents. Donc la rupture n'a pas été consacrée par le régime de Macky Sall sur plusieurs aspects, au-delà même de l'achat d'un siège à partir d'un tel montage financier. Récemment, il a été relayé à travers la presse qu'un maire d'une grande ville de la banlieue, en offrant du matériel aux établissements publics, et malheureusement ce matériel-là a été peint aux couleurs de la pour la République, etc. Il y a eu comme si on était dans une sorte de régime stalinien, où il y a imbrication entre le parti présidentiel et l'État. À un moment donné même, je crois que ça fait juste un an de cela, le président de la République, on lui prête cette intention, a voulu siffler la fin de la récréation en interdisant aux uns et aux autres d'exhiber ces affiches donc, à travers les grandes places de Dakar. Parce qu'en ce temps-là, dès qu'on sortait, on ne voyait que les affiches du président de la République partout à Dakar. Je crois qu'il y a beaucoup de problèmes. Et donc, toujours au-delà de l'achat de ce terrain, il y a les nominations. On voit que la nomenclature d'État épouse l'organigramme du parti présidentiel. Ça, c'est établi, etc., etc. Il y a des exemples à foison. Tout est-il que ce problème-ci repose la nécessité de recentrer le débat sur les principes du départ tel qu'annoncé dans le programme de campagne politique de Macky Sall, à savoir consacrer la séparation du parti présidentiel de l'État. D'accord. Alors, Pape Sané, avant l'affaire de la vente de ce terrain, il y a eu d'abord les abribus de Dakar Dem Dikk qui ont été peints aux couleurs de l'APR, ensuite les bus eux-mêmes, finalement un terrain de Dakar Dem Dikk vendu au parti au pouvoir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'exposer cette société-là, c'est-à-dire que de mettre dans la tête des Sénégalais que finalement Dakar Dem Dikk appartient à l'APR? Vous savez, moralement, tout ce qui se passe autour de cette affaire d'achat de terrain pose un sérieux problème. Monsieur Fa. Bon, pour en revenir à la société de Dakar Dem Dikk, moi je trouve que c'est l'une des sociétés les plus nébuleuses au Sénégal. On l'appelle société nationale. Moi, je doute qu'elle soit vraiment une société nationale. Non, ça j'en doute vraiment. Ah non, parce que déjà, vous savez, c'est la seule société où vous ne verrez pas, personne ne pourra vous renseigner sur le montage réel et sur les véritables... Et ça depuis Abdoulaye Wade. Depuis Abdoulaye Wade. J'ai dit depuis Abdoulaye Wade. Moi, j'avais un élément avec feu Christian Salvi. On avait un peu échangé sur ça. Mais en fait, si c'est la même structuration qui est maintenue à ce jour, ça veut dire que cette société-là, elle n'est pas nationale. Non, elle n'est pas nationale. Elle appartient à des gens qu'on ne connaît peut-être pas. Elle est plutôt là pour enrichir ceux qui sont au pouvoir au moment où ils gèrent ce pays.
remarquez, une société nationale qui se dit nationale d'abord, où les bus ne sont pas immatriculés. Ça, on ne sait rien de l'assurance. Non. Quand j'ai appelé là-bas, ils m'ont dit que oui, il y en a certains qui sont assurés. C'est pas vrai, ils ne sont pas assurés. Je dis, encore je le dis, je suis sur un plateau de télé, ils ne sont pas assurés. Pour l'immatriculation, oui, qu'ils ont fait un courrier au ministère des Transports terrestres pour matérialiser ça, ce n'est pas vrai. En fait, cette société est en train de faire du bénéfice sur le dos des Sénégalais et on ne sait pas où va cet argent. Là était avec lui à cette époque-là. Donc moi, qu'il l'ait initié et en faire... Ça ne vous étonne pas. Et faire du Moronaba le premier lauréat. En tout cas, il faudrait qu'on explique peut-être aux Sénégalais comment est-ce qu'on fait pour financer tous ces projets-là, les déplacements, tout ce que les billets d'avion, ça, je crois qu'il va falloir le faire. Alors, on va rester sur ce siège de la paire, Thierno. Ce qu'on a toujours dit, c'est que ce parti-là, l'Alliance pour la République, avait une durée de vie limitée. Et que certains analystes étaient même allés jusqu'à dire que si jamais Macky Sall quitte le pouvoir, c'est la mort de la paire. Aujourd'hui, ils sont en train ils ont un projet de construction d'un siège. Cela veut dire peut-être que ce parti va survivre à Macky Sall et qu'ils vont trouver quelqu'un pour aller à la conquête des suffrages des Sénégalais après Macky Sall. Bon, en tout cas, moi, je leur souhaite longue vie. C'est la moindre des choses. Bon, maintenant, établir et la durée du... La volonté de rester au pouvoir. La durée de ce parti. Oui. Est-ce que ce n'est même pas dans un jeu de communication donc qu'on a édifié, qu'on va édifier ce siège pour introduire dans le subconscient, dans l'imaginaire des Sénégalais et des militants surtout. Voilà, l'idée que bon, qu'ils souscrivent à une longévité d'Alliance pour la République au-delà même du magistère de Macky Sall. Ça fait une bonne communication. Parce que là, voilà, oui, parce que vous savez, ils sont très doués en communication. Hein, voilà, en communication. Pour dire que bon, nous, notre problème, ce n'est même plus le fait de nous réaliser en 2019, mais de nous projeter vers l'après Macky Sall. Vers l'après Macky Sall, quoi. Donc nous allons même durer plus que le Parti socialiste qui traverse présentement une crise, ou bien le Parti démocratique sénégalais. Parce que justement, dans cette communication-là, peut-être ils sont en train de singer Ablaye Wade, qui avait dit qu'il construit un siège parce qu'il veut que son parti reste au pouvoir pendant 50 ans. Et on a, voilà. Bon, parce que l'Alliance pour la République, c'est quoi? C'est 25% des suffrages au premier tour de la présidentielle de 2012. Avec Macky 2012, hein? Avec même Macky 2012. Donc, ce qui veut dire que si on enlève peut-être 5% des autres, des alliés de Macky 2012... On peut même dire 2%. 2% des alliés de Macky 2012, ils seront autour de 23%. Donc, au lendemain de l'alternance, le parti s'est ouvert à d'autres forces. Mais donc, si on prend comme baromètre les dernières législatives, donc c'était Benno Bokk Yakaar, la méga coalition qui comprend même l'Alliance pour la République. Ils ont eu 49%. Ils n'ont même pas eu la majorité absolue. Est-ce que donc, en 5 ans, si cette coalition-là, qui comprend l'Alliance pour la République, chute de 65 à 49%, est-ce qu'on peut bien parier sur une victoire de l'Alliance pour la République au premier tour de la présidentielle de 2019? Il y a un problème qui se pose. Bon, mais ils disent très souvent que Macky Sall a plus d'électeurs que son parti. Il a plus d'électeurs, bien sûr, c'est ce que je dis. Mais là aussi, il faut relativiser. Il faut toujours relativiser. En tout cas, il y a un fait qui demeure. Après 7 ans d'exercice du pouvoir, Maître Wade, quand il est allé aux élections, il a eu 56,% des voix. Le Parti socialiste, n'en parlons pas. De 1960 presque à 1998, il a toujours eu au score presque au-delà de 53%, etc. Au moins ça. Donc ce parti, cette coalition-là, qui comprend la paire, qui cite en même temps un record de 65 à 49%, il y a, je crois, problème. D'où donc la nécessité de recentrer le débat sur les principes. Je crois que l'élection de Macky Sall en 2012 procédait d'une certaine conjoncture politique, doublée d'une conjoncture économique. Vous pensez qu'il y a eu un malentendu en 2012? L'élection de Macky Sall a été un malentendu? Les Sénégalais, en élisant Macky Sall, il avait donc besoin d'un messie. Parce que Moustapha, il y a certains luxes dont nous ne devons pas nous permettre. Ce pays a besoin d'avancer. C'est eux-mêmes qui parlent d'émergence à l'horizon 2035. On ne peut pas être là toujours à essayer d'agir sur des leviers comme la transhumance politique, etc., sur le clientélisme, etc. Je crois que, comme a le démontré un rapport,
nous faisons partie des 25 pays les plus arriérés du monde. Nous devons donc véritablement avancer et ne pas continuer éternellement à faire de la politique un métier. Macky Sall, au moment où nous parlons, ce qui doit, comment dirais-je, le préoccuper, ce n'est pas la prochaine élection, mais c'est plutôt la prochaine génération. Alors, Pape Sané, Etienne nous dit que à travers l'annonce de la construction de ce siège-là, ils veulent peut-être créer dans le subconscient des Sénégalais cette information, mettre dans leur tête que, bon, finalement, ils ne sont pas là pour 2019, mais pour au-delà, un parti qui va régner, qui va survivre à Macky Sall. Est-ce que ce n'est pas en même temps un message envoyé aux alliés, notamment le PS, l'AFP, qui ont toujours pensé qu'il fallait soutenir Macky Sall peut-être pour 2 mandats et qu'après ils pourraient retenter leur chance? Est-ce que la paire n'est pas en train de le dire? Non, c'est pas ce PS actuel et c'est l'AFP actuel qui... Oui, mais il y a des gens qui sont avec Niass, qui sont jeunes et qui peuvent prétendre à la magistrature suprême pas après Macky Sall. Attendons qu'il démissionne de la tête de son parti d'abord. Mais en tout cas, d'abord moi, la première question que je me suis posée, quand on m'a parlé de cet achat, la première question que je me suis posée, je me suis demandé, est-ce qu'il y a eu vraiment achat? Ouais. Parce qu'au nom, je dis bien, au nom de la gestion sobre et vertueuse, c'était une occasion pour l'APR, je ne parle même pas pour le président de la République, c'était une occasion pour le président de l'APR de mettre sur la table un document qui prouve qu'ils ont vraiment acheté. Parce que jusqu'à présent, rien n'exclut un don. Ils ont dit acquis. Oui. Voilà, c'est ça le mot. Ils ont dit acquis. Rien n'exclut un don. D'autant plus que le directeur général de cette société-là est un responsable APR. Bon, d'un mouvement affilié à l'APR. Donc, de facto, il ne pourrait rien refuser à ce parti. D'autant plus que c'est à cause de ce parti qu'il a ce straponté. Donc vraiment, moi, c'est la question que je me suis posée, est-ce que d'abord il y a eu achat? Maintenant, au niveau de la communication, comme l'a dit Tcherno, c'est vrai, c'est tout à fait normal. Et cela nous ramène à reposer la fameuse question du 3e mandat qu'on avait agité ici un moment. Il y a ce que disait le professeur Babacar Gueye, que rien n'empêche à Macky Sall de prétendre à un 3e mandat. Ce n'est pas éclairci jusqu'à présent. Jusqu'à présent. On en avait discuté jusqu'à présent. Parce que si Macky Sall donne 50 millions pour la construction d'un siège, c'est que quelque part, il va devoir jouir de ce siège-là pendant quelques années. C'est tout à fait la logique. C'est pas pour 5 ans. Maintenant, cela peut nous ramener aussi à parler du siège du PDS sur la VDN. Vous avez vu la polémique que cela a apporté à certains moments. Récemment, on a même dit qu'il y a un ancien wadiste qui aurait vendu une partie des réserves de ce terrain-là, parce que n'ayant pas été remboursé ou je ne sais pas quoi. Est-ce que nous n'allons pas tomber dans la même nébuleuse? Parce que jusqu'à présent, cette permanence-là, personne ne peut vous dire à qui a appartenu ce terrain. Il y a la famille de feu colonel Ndiaye qui dit toujours que ce terrain leur a appartenu. Il y a certains membres de la collectivité Lebou qui disent que ce terrain leur a appartenu. Jusqu'à présent, personne, je dis bien personne, ne peut sortir un document pour dire voilà l'acte par lequel le PDS ou Abdoulaye Wade ont acheté. Ça pose problème. Ça pose un sérieux problème. Ça pose le problème de la crédibilité de nos partis, une fois au pouvoir. D'accord. Parlons très rapidement pour terminer peut-être de Manko Taxawu Sénégal. Thierno Diop, on en parle parce que en marge de l'affaire Khalifa Babacar Sall, il y a cette déclaration de Bamba Fall, maire de la Médina, un des plus proches lieutenants de Khalifa Babacar Sall, qui dit que Idrissa Seck est le patron et le chef de Manko Taxawu Sénégal. Parce que c'est Khalifa Sall qui était tête de liste, il n'est pas là, c'est Idrissa Seck le leader pour lui. Et à la question d'un de nos confrères du journal L'Observateur qui lui demande est-ce qu'il pourrait soutenir Idrissa Seck en 2019, Bamba Fall lui dit que ce n'est pas exclu. À côté, il y a d'autres réactions qu'on a notées. Est-ce qu'aujourd'hui, cette coalition-là n'est pas en train de poser les jalons de ses propres fissures? On peut le penser en tout cas. Mais ce que Bamba Fall a dit, moi je crois que ça s'inscrit dans une logique politique. C'est véritablement de bonne guerre. Parce que Idrissa Seck, lors des législatives du 30 juillet passé, donc
il avait opéré une sorte... Bon, il s'était effacé un peu pour laisser le beau rôle à Khalifa Sall. Moi, je crois que ce n'est qu'un retour sur investissement, si tel est le cas. Bon, parce que si on fait un calcul, en dehors de Khalifa Sall, il y a qui dans cette coalition? Il y a Malick Gakou, il y a Serigne Mansour Sy Djamil, il y a Cheikh Bamba Dièye. Et Cheikh Bamba Dièye, etc. Oui. Mais Idrissa Seck, plusieurs fois, il est allé aux élections. Au moins, même si il est descendu de Karim Ansila entre 2007 à nos jours, au moins, bon, il tient quelque chose. Il n'a pas été ridicule. Il n'a pas été ridicule. Mais Malick Gakou, jusqu'à la preuve du contraire, il n'a pas été éprouvé électoralement parlant. Lors des dernières législatives, il a été même battu dans son propre bureau de vote. Bon, vous parlez de Serigne Mansour Sy Djamil. Il y a eu combien de démissions aussi dans ce parti, etc., etc. Parce que là, Manko, comment dire ça, Taxawu Sénégal fait 16% des suffrages. Et se classe même derrière la coalition. Dont la coalition gagnante de Abdoulaye Wade. Voilà, très bien. Moi, je ne peux pas concevoir qu'un candidat issu de cette coalition-là puisse donc être un second tour en faisant donc une carrière en solo. Il faut une large coalition. Forcément. Parce que là, il faut faire attention aux folies d'ambition, aux égos surdimensionnés des uns et des autres. Si tu as et qu'on accepte que leur souci à eux, c'est le Sénégal, qui ne sont pas dans des logiques, dans des calculs purement politiciens, il va falloir qu'ils opèrent donc une sorte de regroupement. Bon, sinon, c'est la voie ouverte à une réélection trop facile de Macky Sall. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une erreur ou bien une faute de communication de Bamba Fall quand il a fait cette annonce-là? On a entendu tout de suite après Abdourahmane Diouf de Rewmi dire que ce qui les préoccupe à Rewmi actuellement, ce n'est pas la présidentielle de 2019, mais c'est la libération d'abord de Khalifa Ababacar Sall. Est-ce qu'il n'y a pas eu une faute de communication? Ça vous me permettre d'ajouter? Oui. Bon, parce que moi, j'ai eu l'occasion de suivre cette actualité. Oui. Bon, de même publier des scoops par rapport à ça. Bon, au moment où je vous parle, il y a un intense lobbying autour de Malick Gakou pour le dissuader donc de laisser se présenter. Parce que non, eux, ils ont besoin de faire une tournée nationale. Vous voyez que depuis les législatives, Manko est dans une sorte de léthargie. Oui. Parce qu'il y a ce problème-là. C'est peut-être Bamba Fall qui l'a ébruité, mais ce problème-là a cours à Manko. Manko veut faire une tournée nationale. Non, ils veulent faire une tournée nationale. Mais ce qui bloque cette tournée, c'est parce que la question du leadership n'a pas encore été vidée. Parce que le facteur principal de blocage, c'est Malick Gakou. C'est Malick Gakou, Pape Sané. Oui, mais Moussa Fall, vous savez, Bamba Fall, on peut tout lui reprocher, sauf d'être un très bon politique. Bamba Fall a compris et a tiré les conséquences, les leçons, plutôt a tiré les leçons des législatives de juillet. Justement parce que c'est le même Bamba Fall qui était allé voir Abdoulaye Wade pour lui dire qu'on a fait une erreur. Donc je dis que c'est un fait politique. Moi j'ai compris à travers son discours une manière d'éviter la dislocation de Manko. Effectivement, quand on fait le prorata des suffrages des différents leaders aujourd'hui qui sont autour de cette coalition, mais Idrissa Seck sort largement du lot et même au-delà de sortir du lot, Idrissa Seck a eu la chance d'avoir été à maintes reprises directeur de cabinet, directeur de campagne d'Abdoulaye Wade. Et d'ailleurs, c'est cette fonction de directeur de campagne qui a fait que Wade a cheminé vers le palais. Et non seulement ça, il a un parti, même malgré qu'on secoue de temps en temps ses départs, ses récents départs, mais il a un parti qu'il tient bien en main. Donc aujourd'hui, la question du leadership, c'est maintenant qu'il faut poser ce débat et le régler. Donc Bamba Fall a bien fait de poser. Il a très bien fait. Maintenant, vous savez, chacun veut, c'est normal, ils sont tous des hommes politiques, ils ont créé leur parti, et la fonction de leur parti, c'est de concourir aux élections. Mais quand même, il arrive un moment où il faut savoir taire certaines intentions qui ne sont pas du tout, je ne sais pas comment le dire pour le moment, qui ne sont pas d'actualité pour le moment. Je crois que l'essentiel serait, pour le moment, d'asseoir un leadership fort autour de quelqu'un comme Idrissa Seck. C'est la seule chance pour que Manko ne se disloque pas. En ce moment, que Khalifa soit condamné ou pas, s'il est condamné, ok, il y aura ce leadership qui est protégé. S'il n'est pas condamné, ça dit au moins la possibilité d'avoir deux candidatures au sein de Manko est ouverte. Alors, on a également ajouté le retour de Karim Wade. Lui-même, c'est lui, enfin, si le message vient de lui, qu'il sera bientôt à Dakar, c'est ce qu'il dit.
on ne sait pas s'il sera candidat ou pas, parce que là, on est vraiment sûr de rien. Khalifa Sall est en prison, il sera jugé peut-être probablement, comme disent certains condamnés, on n'est pas sûr qu'il sera candidat. Celui qui est sûr de pouvoir être candidat aujourd'hui, en tout cas s'il n'est pas poursuivi dans d'autres affaires, c'est Idrissa Seck. Est-ce que ce n'est pas le retour de grâce pour lui? Voilà, justement. Comme dit l'adage, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Comme vous dites, bon, Karim Wade, on ne sait pas de quoi retourne son sort. Oui. Il est en exil, on ne sait pas bien quel est son statut. Personne ne sait. Au Qatar. Il y a aussi Khalifa Sall, qui n'est pas encore sorti d'un coup de ces difficultés. Et que l'intérêt avec Idrissa Seck, je ne souhaite pas ça au Parti démocratique sénégalais. Mais en cas d'invalidation ou d'absence de Karim Wade, donc à la présidentielle de 2019, Idrissa Seck pourrait surfer sur la famille libérale et renforcer Manko Taxawu Sénégal. Donc là aussi, c'est un, comment dirais-je, s'il y a un choix à faire entre Idrissa et Macky Sall, vous ne pensez pas que le PDS pourrait choisir Macky Sall? S'il y a un choix à faire entre Idrissa et Macky Sall, vous ne pensez pas que le PDS pourrait choisir Macky Sall? Peut-être que bon, il y a certains supposés leaders, parce que le PDS, moi je crois que le seul leader au PDS, en tout cas, c'est Abdoulaye Wade, quoi. Il y a beaucoup plus de wadistes que de libéraux, même de messieurs du Parti démocratique sénégalais. Donc l'intérêt avec Idrissa Seck, par rapport à Malick Gakou, si on revient à Manko Taxawu Sénégal, c'est que Idrissa Seck, donc, en cas d'invalidation de la candidature de Karim Wade, lui, il pourrait essayer de convaincre la famille libérale, donc pour essayer de renforcer Manko Taxawu Sénégal et faire face à Macky Sall. D'accord. Grand merci à vous, Thierno Diop. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique et que vous êtes à Dakar Actu. Vous étiez avec Pape Sané, journaliste, directeur de la rédaction de Dakar Times, les invités de ce numéro d'Actu en 7. Mesdames et messieurs, que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Merci de rester fidèle à Walf et bien à vous.